On va donc enchaîner sur la deuxième table ronde avec donc pour thème la loi de 1905, modernité de la pensée universaliste républicaine. Donc avec comme animateur Alexis Lacroix qui est journaliste, notamment sur France Culture et Radio J, universitaire et historien des idées, avec Jean-Michel Blanquer qui sera en visioconférence, qui est ancien ministre de l'Éducation nationale et président du laboratoire de la République, Benoît Drouot, professeur agrégé d'histoire-géographie et membre du Conseil des sages de la laïcité, et Nathalie Wolf, maître de conférence en droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Je vous laisse la parole. Alors j'emprunte le micro de Madame Wolf. Voilà, bon, vous avez fait l'essentiel de la présentation, chers amis. Chers amis, désolé de ce retard. Parfois les embarras de la circulation sont plus importants que prévu, surtout quand les trains n'existent plus. Nous sommes donc très honorés de vous retrouver pour cette table ronde consacrée à la question de la modernité de la loi de 1905 et plus largement évidemment du principe de laïcité qui est au fondement de notre pacte civique. Réflexion qui parcourt d'ailleurs l'ensemble de ces journées de réflexion sous l'égide de nos amis de la LICRA. On en est très heureux. Alors dans un instant, on va entendre l'ancien ministre de l'Éducation nationale, président du laboratoire de la République, Jean-Michel Blanquer, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous pour cette table ronde. Voilà, Jean-Michel Blanquer, bonjour. On est très heureux de vous accueillir au Havre. Votre téléprésence est bienvenue. On vous en remercie chaleureusement. Je le disais à l'instant, vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale, président du laboratoire de la République, d'autres fonctions bien sûr, mais aussi auteur de livres auxquels nous aurons l'occasion de faire référence dans le courant de cette conversation, notamment École ouverte aux éditions Gallimard, ainsi que plus récemment votre récit de votre expérience à la tête de la rue de Grenelle qui s'intitule La citadelle au cœur du gouvernement, un livre passionnant d'ailleurs que j'ai lu avec beaucoup de profit sur les limites de l'action publique, mais en même temps sa grandeur, qui est paru l'année dernière, si je ne m'abuse, aux éditions Albin Michel. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas en téléprésence, vous êtes en présence bien réelle avec nous, c'est une réelle présence, comme dit Georges Steiner. On est très heureux de vous accueillir, évidemment, dans cette université d'automne de la LICRA, sous l'égide de l'ami Mario Stasi, que je n'ai pas encore eu le temps de saluer, mais que je salue. Vous allez nous parler, là, dans quelques instants, des effets juridiques concrets de la loi de 1905, qu'on ne célébrera jamais assez. Vous êtes maître de conférence en droit public, mais vous exercez aussi les fonctions de vice-doyen de l'Université de Versailles, en charge notamment des questions de culture. Et vous avez signé donc un tract passionnant, La laïcité est-elle contre les religions? C'est une question que beaucoup de gens se posent. D'ailleurs, on va essayer d'éclairer la réflexion collective, votre réflexion à chacune et à chacun sur ce sujet absolument décisif. Et enfin, Benoît Drouot, alors j'allais dire c'est un homme de la maison. Pourquoi? Car Benoît Drouot, entre autres qualités d'intellectuel engagé, est un collaborateur, un contributeur régulier du droit de vivre DDV, l'excellente revue de la LICRA, il faut bien dire les choses, qui... Oui, bah, j'ai pas tort, hein, c'est une excellente revue. Voilà, c'est une excellente revue dont le rédacteur en chef est notre ami Emmanuel Debono, que l'on applaudit également et que l'on salue. Voilà. Et qui, je crois pouvoir le dire sans risque de me tromper, a pris une part importante dans la construction de ces journées de réflexion partagée et d'engagement. Alors vous allez, dans quelques instants, cher Benoît, nous parler de l'actualité, de la modernité de cette loi. Vous êtes aussi, c'est vrai, en tant que contributeur du DDV, professeur agrégé d'histoire-géographie, vous enseignez en lycée notamment, vous êtes évidemment très engagé également dans la réflexion sur le renforcement des dispositifs de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sujet qui est ô combien présent malheureusement dans notre actualité. Alors on va commencer avec Jean-Michel Blanquer pour ne pas le faire trop patienter parce qu'il a été très gentil d'accepter cette participation. Grâce au Zoom, on peut faire beaucoup de choses, cher Jean-Michel. Alors peut-être,
en quelques mots, vous qui avez associé votre nom, mais aussi votre action, à une défense, j'allais dire, inflexible, d'une laïcité non adjectivale, où en est-on aujourd'hui et pourquoi, d'après vous, cher Jean-Michel Blanquer, faut-il plus que jamais souligner la modernité de la loi de 1905 en résistant, autant que faire se peut, à ces interprétations adjectivales, à toutes les interprétations qui concourent, Jean-Michel Blanquer, à diluer sa lettre comme son esprit? Bien, merci beaucoup pour cette question. Et d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Mario Stasi. Et j'aurais aimé être physiquement parmi vous. Finalement, je n'ai pas pu, mais je suis quand même très heureux de participer avec vous. Et puis, je veux remercier la LICRA dans son ensemble. Je me sens très proche de tout ce que fait la LICRA et toujours en soutien réciproque d'ailleurs entre le Laboratoire de la République et la LICRA, parce que nous poursuivons le même objectif républicain, au sein duquel la laïcité a évidemment une place centrale. Donc, effectivement, comme vous le savez, j'accorde à la laïcité un statut tout particulier dans la République, et à la loi de 1905 une place centrale dans cette place centrale, même si ce n'est pas une place unique. Je pense que c'est important, et je pense que ça a déjà été dit dans le débat précédent. La loi de 1905 ne vient pas de nulle part. Il y a toute une histoire de France, finalement, de marche vers la laïcité. Sans être finaliste dans l'approche, on peut quand même considérer que, même sous l'Ancien Régime, on voit une volonté d'indépendance vis-à-vis du Vatican qui s'affirme. On voit l'idée laïque, même si le mot n'est pas utilisé, qui fait son chemin. Et la loi de 1905, c'est comme une maturité, finalement, non seulement de la République, mais de la France elle-même, dans sa relation, en l'occurrence avec le catholicisme notamment, mais plus généralement avec les religions. Et donc cette loi de 1905, de ce point de vue-là, elle a une dimension centrale sur le plan historique, aussi bien que sur le plan juridique. Alors c'est vrai que, comme ministre, mais auparavant en tant que professeur de droit, j'ai toujours une sensibilité particulière pour non seulement le respect de la lettre de cette loi, mais de son esprit. Et je pense qu'il y a une œuvre constitutionnelle et législative qui ne cesse d'avancer pour nourrir cette idée de laïcité. J'en veux pour preuve que la loi de 2004 a été une excellentissime loi, et dont d'ailleurs aussi bien sur le fond que sur la forme, parce que ce qui la caractérise, la loi de 2004, c'est son extrême simplicité, ce qui est rare désormais pour les lois. Et elle a montré un pas nouveau pour mieux expliciter en quoi la laïcité devait être respectée à l'école. Et cette fois-ci avec un arrière-plan qui était davantage la religion musulmane que la religion catholique, même si à chaque fois toutes les religions sont concernées. Mais il faut aussi regarder en face ce qu'est la société. Aujourd'hui, c'est plus du côté de cette religion que de nouveaux défis sont posés, et pour lesquels la loi de 1905 est un outil, mais pas le seul. D'où aussi la loi de 2021 qui a été très importante. Alors aucune loi ne cible jamais une religion, ça va de soi. En revanche, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir les phénomènes qui existent autour de nous, et donc on doit être à la fois juriste et sociologue et historien quand on aborde ces questions. Et par rapport au cœur de votre question, c'est-à-dire à ma façon d'envisager le sujet lorsque j'ai été ministre, la première chose que j'ai faite, et je salue d'ailleurs mes deux co-intervenants à ce titre, et dont Benoît Drault, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, et Nathalie Wolf, qui est une collègue, c'est le fait que ça a été le fait de créer le Conseil des sages de la laïcité. Parce qu'il ne faut jamais opposer la théorie et la pratique. Il faut au contraire les articuler. Et c'est précisément parce que peut-être tous les partisans de la laïcité, c'est-à-dire l'immense majorité silencieuse de la France, a trop négligé la dimension théorique, la dimension des idées, la dimension des principes, que progressivement, dans la réalité des choses, la laïcité a pu reculer. C'est pourquoi il faut être d'abord et avant tout, sur les principes comme sur le plan juridique, très ferme et très clair et très simple. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire. Et le Conseil des sages de la laïcité, je l'ai instauré parce qu'on avait besoin, dans le domaine de l'éducation, mais en fait avec un rayonnement au-delà de l'éducation, de dire tout simplement la règle. Or, comme il se trouve qu'il y a des atteintes à la laïcité qui sont parfois très créatives, très inventives pour essayer de contourner la laïcité, eh bien il est nécessaire face à cela de savoir poser une règle claire et simple. C'est pourquoi d'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais l'ensemble des signes ostentatoires
sont interdits à l'école. Et donc l'abaya, comme les autres signes, il y en a des dizaines, étaient interdites lorsque j'étais ministre. C'est parce que les choses ont façayé en 2022 qu'il est apparu extraordinairement laïque d'interdire l'abaya en 2023. Mais en fait, on doit surtout éviter d'avoir à faire des interdictions spécifiques et de dire quelque chose sur chaque vêtement. Il faut tout simplement que les signes ostentatoires soient interdits. Point à la ligne. Et cette importance de notre capacité à répondre, eh bien, le Conseil des sages de la laïcité, encore aujourd'hui, en est, je dirais, le gardien. Et je suis heureux que Dominique Schnapper, que j'ai nommé à ce moment-là, soit encore la présidente, parce que dans un monde où, comme l'actualité nous le montre, il y a énormément de zigzags et je dirais, de court-termisme, alors même que nous avons besoin de grandes lignes droites qui correspondent au sens de la durée, eh bien, il est important d'avoir des institutions comme le Conseil des sages de la laïcité et des personnes comme les membres qui incarnent une stabilité et une clarté dans l'édiction de la règle. Et puis la deuxième chose que nous avons faite, je dis nous parce que tout ça est très collectif, ça a été bien entendu de donner une dimension ensuite concrète et humaine à cette vigilance. Et ça a été la création des équipes académiques pour la laïcité, donc pour les valeurs de la République, nous les avons appelées ainsi, c'est-à-dire des équipes dans chaque rectorat, et il y a peut-être des membres de ces équipes d'ailleurs dans l'assistance aujourd'hui, de façon à venir en soutien des établissements et des professeurs chaque fois qu'un problème se présentait en matière d'atteinte à la laïcité, de façon à essayer autant que nous le pouvons d'éviter qu'un acteur, et notamment un professeur, se sentent seuls face à des atteintes à la laïcité. Nous le savons bien, tout n'a pas été pur et parfait en la matière. Il y a malheureusement, nous le savons bien, même des contre-exemples tragiques, notamment l'assassinat de Samuel Paty, et puis ultérieurement celui de Dominique Bernard, même si dans les deux cas, ce sont évidemment des acteurs extérieurs qui interviennent pour accomplir l'innommable. Mais ce qui est important de dire, c'est que le paradigme de l'éducation nationale, c'est la référence de l'éducation nationale, que soit sur le plan des règles ou sur le plan des équipes auxquelles on peut faire appel, est, je crois, devenu particulièrement clair. Et il faut déplorer chaque fois qu'il y a des exceptions à ce que je dis, et il faut lutter contre ces exceptions. J'ai entendu parler récemment d'un inspecteur qui n'avait pas soutenu une professeure des écoles qui se trouvait en difficulté face à une famille qui l'attaquait. Ça fait partie de ces exceptions, parce que le message, évidemment, ne passe pas tout de suite à 100% vis-à-vis de l'ensemble des acteurs, quand on a été trop habitué pendant des années au pas de vague et à tout ce qui va avec. Mais je suis aussi le gardien vigilant du fait que l'on ne caricature pas l'éducation nationale sur ce sujet. L'éducation nationale, ça n'est pas, ou ça n'est plus, en tout cas, le pas de vague. C'est un mélange de mauvaises tendances et de tendances positives mises en action par un grand nombre d'acteurs. Et s'agissant des tendances positives, et je vais terminer par là pour ne pas être trop long, une autre initiative qu'on a prise, et j'ai à cœur de la mentionner parce que vous toutes et vous tous qui êtes là, vous pouvez être acteurs et actrices de tout cela, ça a été ce qu'on a appelé l'opération des 1000, c'est-à-dire une opération qu'on a déclenchée dans le sillage de la loi de 2021, pour qu'il y ait une formation systématique de tous les professeurs et de tous les personnels non enseignants, ce qui fait environ 1 million de personnes, à l'éducation nationale. Alors évidemment, il y a toujours les sujets de gigantisme dans la maison éducation nationale, 1 million de personnes à former de manière réellement approfondie sur les sujets de laïcité, ça paraît énorme. Mais en fait, il s'agit de remonter un toboggan, puisque ça faisait des années et même des décennies que finalement on avait laissé en jachère le sujet de la laïcité dans la formation des uns et des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'opération des 1000. Je fais le pari qu'il doit y avoir des gens qui ont été, ou qui sont encore partie prenante de cette opération dans l'assistance, et qui peut-être parleront tout à l'heure, et qui a donc permis d'avoir des formateurs de formateurs, 1000 personnes, pour former le million d'autres dont nous avons besoin. Et c'est des centaines de milliers de personnes qui ont été concernées par cette opération, sans que tout ceci fasse grand bruit, sans que ce soit non plus l'alpha et l'oméga des réponses que nous avons apportées, mais c'est quand même une lame de fond
faite pour contrer une autre lame de fond qui est venue dans le sens inverse ces dernières décennies, c'est-à-dire la mauvaise lame qui essaye de tester la laïcité. Alors je terminerai en disant que beaucoup reste à faire et c'est une bataille qui n'est pas gagnée. Beaucoup de terrain a été perdu pendant des années, mais ce que j'affirme, avec évidemment en même temps l'humilité indispensable face aux réalités qu'on voit au quotidien, mais je l'affirme tout de même, l'éducation nationale a posé une institution claire avec le Conseil des sages de la laïcité, des règles claires avec ce que produit ce Conseil des sages, du soutien humain avec ces équipes de valeurs de la République, et je crois un état d'esprit. Bien sûr, je déplore que depuis 2022, une forme de zigzag ait pu exister et je l'ai écrit dans le livre que vous avez bien voulu citer tout à l'heure, que de ce fait, les acteurs de terrain peuvent sentir qu'il n'y a pas la parfaite clarté que l'on peut souhaiter. Mais je crois que néanmoins, l'existence du Conseil des sages, l'affirmation dernièrement encore par Elisabeth Borne de son attachement à la laïcité, tout ceci fait que, malgré tout, il y a un chemin de progrès qui existe. On vous remercie chaleureusement à ce stade pour cet exposé limpide et déterminé qui montre, et vous avez raison de le rappeler Jean-Michel Blanquer, que la laïcité, ce n'est pas seulement une pensée, c'est aussi une praxis et donc une pratique. Et cette pratique, elle s'enracine évidemment dans la création d'institutions, le Conseil des sages en fait partie, et qui produisent en quelque sorte aussi des pratiques qui sont beaucoup plus compatibles avec l'esprit et la lettre de la loi de 1905. Mais quand même, je ne vous ferai pas grâce en introduction d'une question plus théorique, puisque notre table ronde porte aussi sur la pensée, la modernité de la pensée universaliste républicaine. On est dans un moment, vous y avez fait allusion, avec l'esprit qui est le vôtre, l'esprit de finesse du politique, on est dans un moment d'hésitation de la vie publique, avec la force du dégagisme, les extrémismes, etc. Est-ce qu'on peut dire, si on revient aux sources de cette pensée universaliste républicaine, qu'elle est fondamentalement une pensée de raison et de mesure opposée à toutes les solutions de radicalité, hier comme aujourd'hui? Je suis évidemment profondément convaincu de ce que vous venez de dire, et je crois qu'il y a une modernité de la loi de 1905 et de l'esprit de 1905, qui est un esprit de liberté. Cette modernité est extraordinaire et je la qualifierais d'éternelle. Il y a de la loi de 1905 chez Socrate, si je veux le dire de manière un peu ironique et pour traduire le fait que c'est à travers les âges qu'il y a l'idée de séparation du temporel et du spirituel, qui en aucun cas d'ailleurs est contre le spirituel, il faut sans arrêt le répéter, je sais que c'est ce que montre très bien Nathalie Wolff aussi, mais au contraire, au service de la liberté de conscience, du besoin métaphysique de l'être humain et de la spiritualité. Et donc cette loi de 1905, les adversaires de la laïcité essayent de faire comme si elle était une chose obsolète, désuète, et évidemment, nous devons démontrer le contraire de cela. Et ceux qui le font, c'est non seulement ceux qui sont du côté des fondamentalismes religieux, et tout particulièrement le fondamentalisme islamiste, mais pas seulement. Il y a aussi le communautarisme, le modèle anglo-saxon. Donc il y a beaucoup de forums dans le monde où on essaye de dire, quand quelqu'un parle de laïcité, que c'est quelque chose de français, de très daté, c'est la Troisième République, etc. Alors qu'en réalité, il y a une modernité exceptionnelle derrière cela. Quand on parle de la loi de 1905, il faut bien voir les gens qui portaient ça, qui sont-ils? Ce sont ceux que derrière on trouve, avant et après on trouve dans le camp de Dreyfusard. C'est les gens que l'on trouve, et évidemment dire cela à la LICRA, ça évoque bien des choses, mais c'est aussi par exemple ceux qu'on appelle les arménophiles à cette époque, c'est-à-dire ceux qui ont déjà vu le problème posé par les risques de génocide contre les Arméniens. Autrement dit, c'est toujours le même esprit qui souffre, qui est un esprit de liberté, mais qui est aussi un esprit de défense des minorités persécutées, et qui est tout simplement l'esprit auquel on peut adhérer. Et les hommes et les femmes qui sont derrière cela, c'est tout sauf des extrémistes, c'est des gens souvent venus de la gauche, mais en réalité venus de différents bords, et qui sont contre l'extrémisme.
Alors le paradoxe, c'est que le parti qui a incarné ça s'appelle le Parti radical et qui justement va contre parce que dans le langage courant on appelle les radicalités aujourd'hui, mais c'est un faux paradoxe parce que c'est tout simplement des adeptes d'une république intégrale, c'est-à-dire d'une république qui va jusqu'au bout de ses principes. Et aller au bout de ses principes, c'est être intransigeant chaque fois que la liberté est en question et chaque fois que la dignité de l'homme est en question. Et c'est tout ça que charrie la loi de 1905. Et ce qu'il y a de triste et éventuellement de tragique dans notre époque, mais nous devons combattre pour que les choses soient différentes, c'est le fait que cette modernité soit travestie en quelque chose d'archaïque par nos adversaires. Mais il suffit de montrer où en est la société anglaise aujourd'hui, ou même pas très loin de chez nous, la société belge, où en est la société américaine, du fait du communautarisme, du fait de ne pas avoir d'outils philosophiques et juridiques comme la laïcité, pour se rendre compte que notre modèle de société, à condition de l'appliquer pleinement et de le porter haut et fort, est un modèle de société qui convient au XXIe siècle, et au XXIe et au XXIIIe siècle. Donc justement, cette modernité, nous devons la porter. Voilà, justement, Jean-Michel Blanquer, le charme de ces universités d'automne, sous l'égide du président Stasi, c'est que, bon, on sort aussi des exposés théoriques, mais on est dans la pratique, vous avez raison. Donc, dernière question, et puis on y reviendra, mais c'est un des fils rouges de notre réflexion, cet universalisme républicain, dont vous venez de rappeler d'ailleurs l'esprit profond, l'ancienneté, mais les exigences présentes. Vous êtes finalement assez optimiste sur son avenir, si je vous comprends bien, non ? Oui, je reste optimiste sur son avenir parce que je pense que l'idée qui est derrière est éternelle. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand on parle de la loi de 1905, je veux à la fois l'ancrer dans un passé profond et la projeter dans un avenir en réalité indéfini. Parce que les idées qui sont derrière la loi de 1905 sont des idées éternelles depuis que l'être humain réfléchit à sa condition. On a besoin d'une autorité politique, il y a du spirituel dans la vie collective et sociale depuis toujours, comme il y a du politique. Ces deux choses interfèrent, même l'anthropologie nous le montre, mais on a besoin de les distinguer. La modernité, c'est cela, et le progrès de l'humanité sur elle-même, c'est d'arriver à faire cette distinction, non pas parce qu'il y aurait une victoire d'un champ sur l'autre, au contraire, il y a même des communications entre les deux, mais il y a une distinction à faire, et cette distinction, elle a ensuite des traductions juridiques qui permettent de préserver la liberté de tout le monde. Et ce sont des idées en réalité assez simples, et c'est pas l'apanage d'un camp politique de la Troisième République dans un pays donné. C'est corrélatif à la condition humaine. Et les femmes afghanes ou les femmes d'Iran sont aujourd'hui les meilleures ambassadrices, si j'ose dire, et les tragiques ambassadrices de ce que je suis en train de dire. Et donc, nous devons vraiment, je crois, pour porter la loi de 1905 et l'esprit de la loi de 1905, bien montrer cet ancrage historique, cette modernité, cette force qui de toute façon survivra, quand bien même il y aurait des choses terribles qui nous arriveraient dans les temps à venir, et personne ne le souhaite. Mais même si ces choses arrivaient, ce courant a évidemment vocation à toujours exister, et à nous de faire en sorte que ce principe, qui peut avoir évidemment des mots différents pour le traduire, selon les pays dont on parle, eh bien ce principe aille jusqu'au bout de son universalité. Et bien sûr, chaque pays le fait à sa façon, mais il est faux de dire que la laïcité, le sécularisme, la distinction du spirituel et du temporel soit spécifiquement française. La Turquie a été laïque et s'en trouvait bien. Il y a encore beaucoup de personnes d'esprit laïque en Turquie. Beaucoup de pays d'Amérique latine, pour autant très catholiques, connaissent le principe de laïcité et ont des défenseurs de la laïcité. Je pense par exemple à l'Uruguay, qui le défend d'une manière très comparable à la France. Il y a ainsi dans le monde des pays qui tout simplement ont leur propre manière de dire la même chose. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'universalisme, ça signifie que la même loi doit exister partout, ce serait stupide, mais par contre, qu'un principe humain fondamental se déploie dans le temps et dans l'espace, ça oui. Et encore une fois, c'est un combat que nous devons mener. Et je terminerai en disant que il faut, puisque vous avez parlé de mon optimisme,
il est évidemment nourri de lucidité et de conscience des graves menaces qui pèsent sur tout cela. Mais néanmoins, cet optimisme, il est aussi nourri de l'idée que, de toutes les façons, la défaite vient du pessimisme. C'est-à-dire, c'est parce que nous nous mettons sur le reculoir, c'est parce que nous sommes sur la défensive que nous perdons quand nous perdons. Et c'est parce que nous proclamons les choses haut et fort, avec une forme de sérénité et de tranquillité, mais de force, c'est dans ces cas-là que nous gagnons. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à l'Éducation nationale, avec ce que j'ai décrit tout à l'heure sur le Conseil des sages de la laïcité. Les acteurs veulent de la clarté. La loi de 2004, pour parler de quelque chose où je n'ai pas eu à prendre part, ou en tout cas de loin, eh bien cette loi de 2004 est un magnifique exemple de clarté qui est comprise ensuite de tous et respectée par tous si tous les acteurs sur le terrain jouent bien le jeu comme ils doivent le faire quand ils sont des fonctionnaires. On vous remercie chaleureusement pour cet exposé marqué au coin d'une sérénité assertive, cher Jean-Michel Blanquer. Vous restez avec nous parce que vous avez bien posé les bases du débat, Merci. mais on va le déployer avec évidemment nos deux autres amis. Alors Nathalie Volz, je le disais, vous êtes professeur en droit public, spécialiste de la laïcité. Vous posez la vraie question d'ailleurs qui se pose dans l'esprit de beaucoup de gens qui ne sont pas hostiles à la loi de 1905, mais qui ont des doutes, qui se disent mais est-ce que finalement c'est pas une arme tranchante contre les religions? Est-ce que c'est pas une loi qui masque une anti-religiosité de principe? On est bien d'accord? Absolument, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Cette loi de 1905, évidemment, elle est un phare pour la République, on vient de le dire, et elle va être très, très emblématique parce qu'elle va poser elle va avoir des effets juridiques extrêmement concrets qui vont être au contraire très protecteurs, j'y reviens dans un instant. Et la force de ce texte, et c'est ça aussi le droit, hein, c'est de donner lieu, de donner naissance aussi, de dessiner une voie eh bien pour une culture. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la laïcité, c'est devenu une culture, c'est-à-dire au sens anthropologique du terme. C'est quoi une culture? C'est une façon de voir le monde, de voir les gens, de voir les choses. Et c'est une culture qui est loin d'être discriminatoire et qui, au contraire, est très protectrice. Je vais y revenir dans un instant. Alors peut-être juste deux mots sur ces effets juridiques extrêmement concrets, même si on en a déjà parlé un peu tout à l'heure ce matin. Et Jean-Michel Blanquer y a fait allusion, d'ailleurs, lui aussi, avec le travail du Conseil des sages, notamment. Voilà, donc je vais vraiment aller très vite, mais c'est vrai qu'en séparant les églises chez elles et l'État chez lui, eh bien, la loi de 1905, alors elle vient couronner un processus, hein, on l'a dit ce matin, qui a commencé dès la Révolution française et qui va ensuite continuer avec la constitutionnalisation de la laïcité en 1946 et en 1958. Il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire parce que la croyance religieuse, l'opinion devient un choix individuel et on l'a dit aussi ce matin, qui est susceptible, et ça c'est très important, d'évoluer au cours de la vie. C'est-à-dire qu'on peut croire, ne pas croire, on peut changer d'avis. La liberté religieuse, elle est définie aussi par le fait que, eh bien, on peut se convertir, on peut aussi vouloir convaincre son prochain. Et la loi de 1905, elle va aller encore plus loin, elle va poursuivre le travail que les révolutionnaires n'ont pas pu faire entièrement, bien sûr, c'est de consacrer la liberté de culte, c'est-à-dire tout ce qui renvoie à l'extérieur de la religion, c'est-à-dire ce qui permet sa matérialisation, son financement. Donc ça va avoir des conséquences très concrètes. L'État ne subventionne plus les cultes, les impôts des citoyens ne vont plus servir à financer les religions, des conséquences sur les propriétés également des cultes. Puisque les biens du clergé avaient été nationalisés sous la Révolution française et ils deviennent la propriété des communes, de l'État et donc les associations cultuelles vont gérer eh bien, leur lieu de culte et vont être... Ensuite, les nouvelles constructions religieuses vont être financées entièrement par les dons des fidèles. Et surtout, cette liberté de conscience et de culte, et c'est ça qui la rend très protectrice, eh bien, elle est garantie par la neutralité de l'État et des services publics. Donc ça veut dire qu'en France, on a choisi un modèle, Jean-Michel Blanquer y a fait référence, un modèle où l'État ne privilégie, ne garantit aucune religion. Et pour cela, ce qu'on peut dire, c'est que, alors que dans d'autres modèles, on va dire pluralistes, où on va privilégier le droit à
à manifester son appartenance religieuse, donc au fond le droit à la différence, eh bien on a construit, nous, et c'est ça la modernité qui s'est mise en place, la loi 1905, au fond ce qu'on peut appeler un droit à l'indifférence. Et c'est peut-être ça qui fait la grande différence entre la France et d'autres modèles, et qui va être en réalité extrêmement protectrice, parce que nous refusons, et ça va de pair avec l'indivisibilité de la République, nous refusons de reconnaître des droits à des groupes en particulier. Et donc tout ça va avoir beaucoup de vertus, évidemment un certain nombre d'imperfections, c'est un système critiquable, mais beaucoup de vertus parce que, en tout cas, je crois que ce modèle encourage moins les communautarismes, chacun dans son école, chacun dans son quartier, et il n'est pas certain qu'aux États-Unis ou en Angleterre, eh bien, les discriminations soient moins nombreuses qu'en France. Alors, vous m'autorisez une question à ce stade, Nathalie Voll, parce que c'est passionnant, vous rappelez vraiment l'esprit de cette loi sur la modernité de laquelle nous réfléchissons ensemble collectivement ce matin. Mais il y a beaucoup de notions à préciser. Quand vous parlez de la neutralité de l'État, beaucoup de gens le traduisent aujourd'hui, à tort ou à raison, mais vous allez nous le dire, par neutralité de l'espace public. C'est-à-dire, certains vont même, dans certaines formations politiques, jusqu'à dire il faut que les signes religieux ostensibles disparaissent de l'espace public. Il y a des interprétations maximalistes aujourd'hui. On pense au Rassemblement national notamment, mais pas seulement, qui existent de ce concept de neutralité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réalité de la loi de 1905 ? Est-ce qu'elle prévoit réellement, dans l'espace public, sur l'ostension, la manifestation, l'affichage des signes religieux ? Alors, la question qui se pose, c'est de savoir en effet qui sont les destinataires de cette neutralité. Et il est très clair dans la loi de 1905, et les débats l'ont montré à ce moment-là, qu'elle est dirigée uniquement contre les agents publics, c'est-à-dire son destinataire, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, et quel que soit le niveau auquel on se trouve, le directeur de service comme l'employé. Dans la rue, donc l'État est neutre pour permettre à la société de ne pas l'être, et de faire ses choix. Et dans la rue, chacun, heureusement, est libre de se déplacer librement. Alors ça ne veut pas dire, si la loi de 1905 pose ces éléments-là, ça ne veut pas dire que la puissance publique n'a pas d'outils à sa disposition pour protéger contre les atteintes à l'ordre public, et pour protéger, quand il y en a, contre des fondamentalismes qui ont pour objet justement de remettre en cause une façon de voir le monde, de vivre. Et ça s'appelle l'ordre public. Et l'ordre public, qu'est-ce que c'est ? C'est un standard de protection, c'est un ensemble de valeurs qu'une société se donne à un moment donné. Par exemple, par exemple, au début des années 1920, il y a toute une jurisprudence très intéressante et passionnante sur la façon dont s'habillent les femmes. Et pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon, c'est ce que dit la jurisprudence, sauf par temps de neige. Donc ça, ce sont des règles qui sont des règles relatives à l'ordre public, dont la moralité publique fait partie. Aujourd'hui, on a évolué. Heureusement, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, et ça s'appelle aussi la culture. On vit à égalité entre hommes et femmes, et évidemment, quand au début des années 2000 s'est posée la question de savoir si on pouvait laisser à peu près 1 millier de femmes porter une burqa sur la voie publique, alors là, c'est pas sur le fondement de la loi de 1905 qu'on s'est attaché, mais les débats sur les fondements sur cette loi ont été extrêmement intéressants, parce qu'on s'est demandé sur quoi on va pouvoir interdire. C'est posé la question du consentement. Est-ce qu'on ne va pas faire une différence entre les femmes qui portent la burqa volontairement et celles qui finalement la mettent parce qu'elles sont obligées ? Donc il y a eu ce débat. Est-ce qu'on va pouvoir se fonder sur l'égalité homme-femme ? Mais est-ce que ça ne va pas nous entraîner à une discussion d'ordre théologique ? Est-ce qu'une femme qui porte la burqa s'estime être inférieure à un homme ? Le législateur s'est fondé sur la notion d'ordre public, mais ce qui est très intéressant, c'est quoi ? C'est qu'ensuite, les décisions du Conseil constitutionnel, comme de la Cour européenne des droits de l'homme, ont jugé que, il y avait, pour vivre ensemble, faire société, on vivait à visage découvert, je te vois et tu me vois, et il y a des exigences minimales de la vie en société qui font que, dans l'espace public, la clôture qu'impose ce vêtement n'est pas compatible avec les valeurs que la société se donne à un moment donné. De même d'ailleurs qu'on ne peut pas se promener tout nu dans la rue. Donc la liberté
n'est jamais absolue. La liberté religieuse ne l'est pas et elle doit se concilier avec l'ordre public. Et peut-être juste pour terminer ici, sur le deuxième point que je voulais évoquer, sur l'idée que la laïcité est aujourd'hui devenue une culture, je relisais récemment pour mieux comprendre le conflit entre l'Ukraine et la Russie, je relisais un peu Kundera et son fameux texte sur l'Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. Et il a une définition de la culture qui est la suivante. Il dit « La culture, c'est une façon de rire, de vivre et de mourir ». Eh bien, la culture laïque, c'est une façon d'abord de rire, c'est-à-dire que dans notre culture laïque, donc depuis, ça ne date pas de la loi de 1905, bien sûr, ça commence avec la Révolution française, depuis 1791, premier code pénal, eh bien, on ne trouve rien sur le blasphème qui, jusqu'alors, était interdit. Donc ça veut dire qu'on peut rire de tout, de toutes les religions, rire de tout et rire de la religion. Ça se différencie bien sûr du racisme, qui est un délit, qui est puni par la loi. Et en réalité, on sait très bien quand quelque chose fait rire ou fait pas rire, et le juge ne s'y trompe pas. Il condamne, par exemple, Dieudonné dans son spectacle au Zénith, qui fait monter Robert Faurisson sur scène. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous dit non, il n'y a pas liberté d'expression ici. On est ici avec un dévoiement des principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Il condamne également, la Cour européenne condamne également Éric Zemmour lorsqu'il explique dans un discours public que tous les musulmans sont responsables des vols, des viols et même des attentats. Donc en réalité, il y a un départ qui est très clair entre ceux qui relèvent de la critique religieuse, la République laïque, eh bien, admet il n'y a pas de question, en tout cas en République laïque. La séparation fait que le sujet ne se pose pas, c'est une question qui concerne uniquement les fidèles, et le racisme qui, lui, est puni par la loi. Et enfin, je terminerai par là, la laïcité et sa modernité, c'est une façon de vivre et de vivre à égalité aussi entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les filles comme les garçons sont à l'école pour tout examiner, tout discuter. C'est ce qu'avait voulu Condorcet, qui était un précurseur, puisqu'il voulait même une école où on est mélangé entre garçons et filles. Et ben, aujourd'hui, évidemment, c'est remis en cause. Cette façon de vivre qu'on a acquis, et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'un certain nombre de droits, de libertés ont été conquises et aujourd'hui se trouvent confrontés à des questions nouvelles qui bien sûr viennent heurter cette évolution vers laquelle qu'on a pu faire au cours des décennies. Et c'est pour ça que je voudrais montrer que, peut-être souligner ce point, c'est que la laïcité n'existe pas toute seule. Ce n'est pas un élément qui existe séparé des autres. Quand elle s'est construite, quand elle a été introduite avec les lois sur l'école en 1881, 82, 86, elle est consacrée en même temps que la liberté de la presse, en même temps que, un peu plus tard, la liberté d'association dont on a parlé ce matin. Conséquence, c'est que les enfants ne vont plus travailler, école obligatoire, et on va commencer à évoquer les droits de l'enfant. Donc la laïcité, elle doit s'inscrire, on doit la lire, et c'est ça sa modernité aussi, dans un système qui est un système de droits de l'homme, de liberté fondamentale, qui a lui-même évolué, et peut-être qu'on peut dire que la laïcité, finalement, non seulement elle fait partie de ce cadre, mais elle est également là, je crois qu'elle est également là pour accompagner un certain nombre de droits et libertés. Si nous avons reconnu le mariage pour les personnes du même sexe, c'est parce qu'on a une séparation des églises et de l'État. Si nous avons reconnu le droit à l'avortement, et aujourd'hui qui est une liberté consacrée à l'échelon constitutionnel, et si nous avons cette liberté qui s'est consolidée avec force en France, parce qu'elle avait un socle solide, eh bien c'est parce qu'on a une séparation du politique et du religieux. Et d'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis, où le socle était bien sûr moins solide qu'en France, mais si ce droit est remis en cause dans la moitié des États américains, où il est limité, voire interdit, c'est parce que la porosité entre le politique et le religieux est très grande. Et c'est donc une laïcité, je crois qu'on peut le dire, qui a cette vertu, puisqu'on cherchait ce matin comment expliquer à nos jeunes que les lois bonnes sont les lois qu'on aime et comment faire aimer la laïcité. Peut-être qu'une des idées serait de passer par ce genre d'exemple et de montrer que c'est très concret. Un incubateur de liberté. Absolument. Voilà. Mais alors justement, Nathalie Wolf, vous le savez bien, vous avez écrit un livre sur ce sujet, je l'ai rappelé. Il y a aujourd'hui
des rejets massifs du principe de laïcité tel que nous venons ensemble de le redéfinir depuis l'exposé liminaire de Jean-Michel Blanquer, qui sont fondés sur une perception. Jean Zay disait c'est un asile où les querelles des hommes n'entrent pas, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ça, hein. Un asile inviolable même, c'est encore plus fort. Un asile inviolable où les querelles des hommes n'entrent pas. Donc la définition de l'école qui découle de cette philosophie universaliste de la République laïque que vous venez de rappeler, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, celle d'une école sanctuarisée. Dans ma bouche, d'ailleurs, ce n'est pas un gros mot, c'est positif. Mais il y a beaucoup de forces idéologiques aujourd'hui en France qui refusent cette sanctuarisation, qui la considèrent comme quasiment totalitaire. Comment on fait pour répondre aux gens qui refusent par principe que l'école de la République soit un sanctuaire? Nathalie Wolf. Oui, d'ailleurs, vous avez raison de souligner cette question de l'école, puisque c'est pas anodin quand même. C'est surtout à partir de l'affaire de Creil, en 1989, qu'émerge véritablement ce rejet. C'est d'ailleurs pas anodin que les attaques les plus massives soient tournées vers l'école, là où la laïcité est née, séparation de l'école et de l'Église, et là également où on va élever, puisque c'est le terme d'élève, qui est un terme magnifique. Moi, j'ai découvert il y a très peu de temps, au fond, la beauté de ce mot d'élève. J'y ai pas pensé moi-même quand j'étais élève. En tout cas, on s'élève et on s'auto-constitue comme liberté. Donc, c'est quand même pas anodin que les attaques se centrent sur ce lieu particulier. Et d'ailleurs, 89, c'est quand même un moment qui est clé aussi, parce qu'on ne peut pas penser la laïcité uniquement en regardant nos forces politiques en France. On est obligé, bien sûr, de la regarder dans une dimension plus large. C'est la chute du mur de Berlin, c'est la montée de l'individualisme massif, c'est 10 ans après la victoire des mollahs en Iran, c'est les premières fatwas contre Salman Rushdie, c'est le début de la guerre civile en Algérie. Donc c'est quand même aussi un moment clé d'attaque de cet espace scolaire. Et alors, est-ce que on est démunis d'outils? On n'est pas démunis d'outils. On a cette loi de 2004 qui a de nouveau été attaquée à la rentrée 2023. Et c'est très intéressant cette affaire de l'abaya, au fond. Vous vous souvenez de ce débat? On se demandait, est-ce que c'est un vêtement? Alors, on a beaucoup débattu. Est-ce que c'est un vêtement religieux? Est-ce que ça l'est pas? Enfin, tout ça avait pris une dimension médiatique folle. Et ce qu'a fait l'administration scolaire, c'était très intelligent, c'est finalement d'aller voir ces élèves et de leur demander les motivations qui étaient en arrière-fond. Et ce qu'ont dit les élèves, c'est qu'ils le portaient en tant que vêtement religieux, et cela était, c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui, était relayé par des réseaux sociaux extrêmement agissants et qui d'ailleurs posent la question, vous l'avez évoqué sur la première table ronde ce matin, de cette paradoxe autour de l'intimité. D'un côté, il y a une revendication à la pudeur, à la dite pudeur, à l'intime, et en même temps un dévoiement très grand par ces mêmes individus de toute leur vie sur les réseaux sociaux. Donc on a des outils, et c'est le droit. Quand on a eu 2 recours en urgence devant le juge des référés en 2023, puis ensuite le juge a encore été saisi, a rendu sa décision sur le fond en 2024, eh bien le juge n'a pas dit l'abaya c'est un vêtement religieux ou pas, il n'est pas rentré dans il n'a pas eu besoin, nos outils juridiques, la puissance publique elle est quand même là, on n'a pas eu besoin de rentrer dans cette définition, il y a juste eu une description, c'est un vêtement qui couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Et le juge administratif a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à la liberté fondamentale donc de religion, et il l'a redit 1 an plus tard en 2024. Donc est-ce qu'on est complètement démunis? Oui, bien sûr qu'on est démunis quand on voit que on a certaines, notamment jeunes femmes, qui peuvent disposer de toutes les libertés qu'offre la République, vont d'elles-mêmes consentir à recourir donc par exemple à ce port de l'abaya. Mais nous avons les outils juridiques, et on a un juge, malgré toutes les contestations autour du pouvoir des juges aujourd'hui et toute cette polémique, je trouve assez dangereuse, surtout dans la période que l'on est en train de vivre, eh bien on a quand même un juge qui est régulateur des tensions sociales et religieuses et qui dessine ce chemin de crête finalement avec une certaine subtilité. Nathalie Wolf, c'est passionnant.
Vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir de ce modèle républicain universaliste français qui inclut la laïcité sans s'y réduire? Écoutez, je suis assez inquiète. Ça, je pense qu'on peut le dire. Beaucoup de problèmes apparaissent dans nos universités, extrêmement importants, qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. En revanche, oui, pour être plus précise, on a de gros problèmes de manifestations discriminatoires, gros problèmes aussi d'antisémitisme, de plus en plus de femmes, jeunes femmes étudiantes portent des abayas, donc on est évidemment face à, c'est assez étrange de faire cours à des jeunes femmes, quand on parle par exemple de droit à l'avortement. À Versailles, vous avez des femmes qui portent des abayas. Ouais. On en a bien sûr, et je crois que dans toutes les universités. Donc bien sûr, tout ça évidemment nous pose question, et puis en plus on renvoie à des conflits entre deux pratiques d'une même religion. Enfin, c'est extrêmement complexe, on l'a évoqué ce matin. Mais là où je vais quand même donner, je garde une espérance. Il faut. Pourquoi ? Parce que quand je finis un cours en amphithéâtre, à peu près un amphi 300 personnes, notamment sur ce sujet, j'enseigne les libertés. J'ai la chance d'enseigner les libertés fondamentales. Donc c'est la liberté d'aller et venir, c'est le droit d'asile, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté religieuse. Et bien après ce cours, figurez-vous, et ça c'est quand même une satisfaction, énormément d'étudiants viennent me dire: on ne savait pas ce que c'était la laïcité. Et donc ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit ce matin. Je crois qu'il y a vraiment une mission importante qui est la nôtre ici, la vôtre. C'est sans relâche de continuer d'expliquer, de montrer avec des exemples très précis pourquoi elle est protectrice, pourquoi notre système qui n'est pas parfait, et il faut combattre les injustices, parce qu'il y en a beaucoup, il faut combattre le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, mais la laïcité, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Et donc de continuer sans relâche à enseigner et à montrer qu'elle est protectrice. Et à convaincre? Ça marche. À convaincre. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, en tout cas quand on enseigne, même si on le fait toujours un peu. Mais en tout cas, bien sûr, à convaincre et à montrer que notre système est sans doute beaucoup plus protecteur que dans d'autres modèles. Par exemple, juste pour vous donner un dernier exemple, en Angleterre, par exemple, on dit que la tolérance est plus grande. Sachez que ce système est quand même moins égalitaire, puisque au Parlement siègent 26 places sont réservées à la Chambre des Lords pour les évêques uniquement, et les autres religions ne sont pas représentées. En Angleterre, on parlait ce matin du mariage, c'était très intéressant. Donc on n'est pas obligé de se marier civilement, c'est pas comme en France. Quelles conséquences ça peut avoir, toujours pour les femmes? Il existe des tribunaux depuis 1996 qui sont des sortes d'instances d'arbitrage, pour être plus précise, qui permettent de régler les cas de divorce, et notamment sur 96 des tribunaux islamiques qui règlent les questions de divorce. Lorsque des femmes ne se sont pas mariées, et c'est souvent le cas civilement et seulement religieusement, elles se retrouvent devant des instances qui sont composées uniquement d'hommes. Donc les hommes n'ont pas besoin d'aller devant ces instances pour obtenir le divorce. Et ces femmes, généralement, éprouvent de très grandes difficultés à l'obtenir ou à avoir la garde des enfants. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on exprime plus librement sa religion. En Angleterre, on peut se promener en burqa dans la rue. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a moins de discrimination et qu'on n'a pas en France, finalement, un État plus protecteur et plus égalitaire et qui place vraiment toutes les religions sur un même pied. Merci beaucoup, on vous applaudit. On essaiera quand même d'avoir une toute petite discussion. Je ne sais pas s'il est encore avec nous. Je ne sais pas si l'hologramme de Jean-Michel Blanquer, vous êtes avec nous? Non, Jean-Michel, il est parti à mon avis. Bon, il est là, il est là. Bon, pardon. Vous allez... on vous J'étais en train d'applaudir. Juste après, parce que c'est vrai qu'on est au cœur de sujets passionnants. Benoît, c'est à vous. Je suis désolé, on a beaucoup parlé avant. En même temps, c'était passionnant. Vous souhaitiez souligner en un mot, cher Benoît Drouot, l'actualité et la modernité de la loi de 1905, et puis plus largement vous interroger sur l'instrumentalisation actuelle du fameux article 1, vous allez nous le rappeler, afin de justifier les érosions du principe de séparation. C'était au cœur de notre discussion avec Nathalie Wolf. D'ailleurs, on ne quitte pas le même sujet. Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à la LICRA de m'avoir sollicité pour participer à cette riche table ronde, et je salue également mes interlocuteurs. Oui, effectivement, je voulais souligner la modernité de la laïcité aujourd'hui, en insistant peut-être sur un point sur lequel il me semble qu'on a assez peu mentionné jusqu'ici. Vous avez évoqué la laïcité comme une culture,
et vous avez évoqué le rire, Nathalie. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie peut-être dans la culture de la laïcité, dans la manière dont la laïcité s'est forgée en France, c'est qu'elle est très largement le résultat aussi de l'anticléricalisme. Quand on parle de protection, la laïcité protège, on dit ça à nos jeunes, il faudra qu'on y revienne parce que je pense qu'on leur dit très mal. Et là, je rejoins Gwenaëlle Calvez ce matin quand elle évoquait la question de l'émancipation. Quand on dit aux jeunes, la laïcité vous protège, elle est là pour vous émanciper. Effectivement, un jeune qui n'a pas envie de s'émanciper, qui veut rester dans sa religion, ça ne peut pas lui parler. Donc je pense qu'on parle mal de la laïcité. Alors on oublie que si la laïcité protège peut-être les jeunes, encore une fois, on pourra en reparler, elle protège aussi contre les religions. Et c'est cela, je crois, que les anticléricaux ont voulu faire. Je voudrais, si vous le permettez, avec mes étudiants, j'enseigne en lycée, mais j'enseigne aussi à l'INSPE, à de futurs professeurs. Et évidemment, on s'interroge sur la définition de la laïcité. Et je leur propose, pour définir la laïcité, plutôt que de prendre une définition de seconde main, d'aller à la source, aller lire une définition de Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson... Tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer a évoqué le parti radical. Jean-Christophe Buisson, c'est le cœur du radicalisme français. Oui, absolument. Voilà. Alors, Ferdinand Buisson, lui, était membre du parti radical socialiste. Vous connaissez peut-être son nom. Il était agrégé de philosophie. Il a été un des artisans de la laïcité scolaire. Et notre ami Vincent Payon lui a consacré des études passionnantes, qui racontent tout sur sa philosophie politique, si actuelle, par parenthèse. Et il y a eu un très beau livre de Patrick Cabanel, un historien, qui a fait une biographie de Ferdinand Buisson, qu'il a intitulé « Le père de l'école laïque ». Donc Ferdinand Buisson a été à la fois le père de l'école laïque, puis il a été un des artisans de la loi de 1905, et à ce moment-là, comme député. Et Ferdinand Buisson, c'est aussi celui qui a dirigé cet immense dictionnaire d'instruction publique et de pédagogie qui a eu 2 éditions, en 1888 et en 1911. Il a réalisé cette œuvre avec de nombreux collaborateurs. Et c'est lui qui s'est attelé à définir le mot laïcité. Alors je vous propose de vous en lire le tout début. Je pense que ça nous éclairera sur ce qui est aussi la dimension anticléricale de la laïcité qu'on a un petit peu négligée. Alors c'est pas très long. Non, je vous en prie, c'est pour que... La définition, elle est très longue, mais je n'ai extrait que quelques mots. C'est le tout début. Il dit ceci, je cite, « Ce mot est nouveau, le mot laïcité est nouveau. Le néologisme est nécessaire, aucun autre terme ne permettant d'exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. Le néologisme est nécessaire. Aucun mot jusqu'ici ne désigne ce que va désigner ensuite le mot laïcité. » C'est fort, ça, c'est puissant, parce qu'il me semble qu'une fois qu'on a lu ça et qu'on l'a compris, ça veut dire qu'on ne peut pas réduire, comme le font trop souvent certains, la laïcité à la liberté. Sinon, on n'aurait pas eu besoin. Laïcité, c'est du grec, c'est laïos au départ. Oui, absolument, tout à fait. Oui, ça vient. Alors, qu'on a écrit un petit peu différemment ensuite, quand on veut référer à la laïcité, on lui ajoute un QUE à la fin pour le distinguer des laïcs, qui étaient les croyants non clercs. Mais ça nous éloigne un petit peu. Ce que je voulais vous dire là ici, quand Ferdinand Buisson dit que le mot laïcité est nécessaire pour décrire quelque chose de nouveau, il ne peut pas parler uniquement de la liberté, puisque le mot liberté, c'est un mot très ancien qui nous vient du Moyen-Âge, et l'idée de liberté, de conscience, de croyance, elle est déjà dans la Révolution française. Alors voilà ce qu'il veut décrire, ce mot. Nous sommes partis, alors il parle du peuple français, des peuples européens, d'un état des choses qui consistait dans la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines, dans la subordination de toutes les autorités à une autorité unique, celle de la religion. Pour Ferdinand Buisson, la laïcité me semble assez simple à définir, c'est une sortie de la confusion. Pendant des siècles, la religion, je vais le dire de manière un peu triviale, et je vous prie de m'en excuser, mais pendant des siècles, la religion s'est mêlée de tout. La religion était dans tout. Elle était dans l'instruction, elle légitimait le pouvoir politique, elle gérait, on l'a rappelé tout à l'heure, l'enregistrement des naissances, des unions, des décès, etc. Et l'une des ambitions de la laïcité, qui débute avec la Révolution française, effectivement, ça a été de séparer. Pour résumer, ce n'est pas de la persécuter, c'est de la remettre à sa place. Exactement, pas de la persécuter, si on dit mais de la les choses simplement. Oui, voilà. Absolument. Oui, mais alors la remettre à sa place, ça veut dire que nécessairement, si on veut mettre la religion à sa place, il faut lui poser des interdits. C'est inévitable, puisque la laïcité, nous dit Ferdinand Buisson, consiste à poser des bornes
des frontières. On sort la religion de tout un tas de domaines où elle avait la maîtrise, où elle avait l'autorité. Voilà. Par exemple, pour l'école, puisque je suis professeur, je suis particulièrement concerné évidemment par ce sujet. Et à l'école, on a sorti la religion en posant des interdits. On a dit au ministre des cultes, jusqu'en 1882, vous pouviez enseigner et pénétrer dans les écoles publiques, désormais vous ne pourrez plus. On a posé un interdit. On a retiré les signes religieux, on a interdit d'avoir des signes religieux dans les établissements publics. Pour la loi de 1905, on a interdit que l'État finance les religions, etc. On a posé des interdits. Et cette question de l'interdit, elle me semble tout à fait fondamentale dans la manière dont on cherche à expliquer la laïcité à nos élèves. C'est un mot qu'on n'ose plus prononcer avec nos élèves. Parce qu'on a peur aujourd'hui, on est dans une ambiance de retour du religieux. Je pense que ça n'a échappé à personne. Et c'est bien la raison pour laquelle la laïcité est moderne. Parce que le retour des religions, des religieux, du religieux, je ne sais pas comment il faut le dire, on pourrait disserter là-dessus. Et je sais que la formule pose problème. Mais à l'école, dans le sport, Médéric Chapiteau vous en parlera tout à l'heure et je le salue. Ces dernières décennies, on voit bien que se joue un entrisme du religieux dans tout un tas de champs. Alors, vous m'autorisez à jouer le poil à gratter, je suis là pour ça. Oui. Si c'est pour ça que le président Stasi m'a fait venir, cher Benoît. Donc, effectivement, vous avez raison. Il y a la peur des fondamentalismes, qui ne sont pas les religions, mais qui sont leur expression radicalisée, extrémisée. Mais il y a aussi la vie liquide, la modernité liquide, chère à Zygmunt Bauman, c'est-à-dire que la destruction de tout principe de limite et d'interdit dans nos sociétés qui n'a rien à voir avec la pression du religieux. Voyez, et donc effectivement, la difficulté dans l'enceinte scolaire à poser des limites et des interdits vient aussi de cette crise anthropologique plus large qui n'inclut pas seulement les pressions religieuses, non ? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que les élèves vivent dans la rue et chez eux, ils veulent pouvoir le transposer à l'école, dans les mêmes termes, avec les mêmes vêtements, avec les mêmes comportements, avec les mêmes attitudes. Mais précisément, vous avez évoqué tout à l'heure le sanctuaire de l'école. Si l'école est un enjeu si fondamental autour de la laïcité, c'est précisément parce qu'il se joue ce que Ferdinand Buisson appelait dans un autre texte de 1903 un duel sans fin. La laïcité, il la décrivait comme un duel sans fin entre l'esprit laïque et l'esprit clérical. Un duel sans fin. Ça répond à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui ne devrait surprendre personne, ou en tout cas qui ne surprendrait pas Buisson, puisque lui, Buisson, avait compris qu'on n'en sortirait pas de toute façon de cette opposition entre l'esprit religieux, l'esprit clérical et l'esprit laïque. Et à d'autres endroits, Ferdinand Buisson, mais Ferry aussi, l'ont expliqué, cet enjeu, il est en partie l'enjeu sur l'esprit de la jeunesse. Bon, je mets les pieds dans le plat parce qu'il faut que le débat avance. On ne l'a pas cité depuis tout à l'heure. Vous trouvez que je le fais pas avancer ? Non, si, il avance très bien. Mais il va avancer encore un tout petit peu plus, peut-être. L'esprit clérical, il n'est pas représenté de la même façon, identiquement, par l'ensemble des fondamentalistes issus des trois monothéismes. Il est représenté, il est surreprésenté, même par les pressions, les entrismes des frères musulmans. Oui. Disons-le clairement. Et donc, effectivement, est-ce que de ce point de vue-là, la loi de 1905 ne gagne pas à faire l'objet d'une pédagogie accrue dans la mesure où elle répondait à un autre défi clérical que celui qui est aujourd'hui présent massivement dans la société française et dans l'enceinte scolaire ? Je ne sais pas, les juristes seraient plus qualifiés que moi pour répondre. Je ne sais pas si, face à cela, la loi de 1905 est vraiment l'outil, puisque la loi de 1905, et Nathalie Wolf l'a rappelé tout à l'heure, elle garantit la liberté de culte dans la rue, y compris le prosélytisme. En revanche, à l'école, et c'est là qu'il y a souvent, à mon sens, une confusion qui est faite entre la loi de 1905 et la laïcité à l'école. L'article 1 de la loi de 1905 garantit l'expression publique des cultes. La laïcité à l'école, c'est une autre laïcité qui fonctionne plutôt par l'effacement du religieux. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on demande en fait aux professeurs d'effacer ses croyances religieuses, d'être neutres, on demande à l'élève de venir sans signe religieux, on demande au savoir d'être distingué de la connaissance, on demande à l'élève de ne pas contester un cours avec des arguments religieux, parce que précisément on est dans le champ de la distinction des frontières, on sort des confusions dont parlait tout à l'heure Ferdinand Buisson, c'est-à-dire qu'à l'école, on veut apprendre à l'élève, alors je ne sais pas si c'est ça qui est derrière le mot émancipé, mais il est peut-être parfois mal utilisé, on veut apprendre à l'élève qu'il existe chez chacun d'entre nous deux registres de la pensée.
le registre de la croyance, qui se passe de l'argumentation, qui se passe de l'administration de la preuve, et puis le registre de la pensée. Et il faut persuader nos élèves que, effectivement, on peut le dire comme ça, la laïcité n'est pas contre les religions, mais malgré tout, en mettant des limites, il faut admettre que certains l'aperçoivent comme contre leurs croyances. Il y a quelque chose de cela quand même, notamment dans l'anticléricalisme. Mais je crois qu'il faut expliquer à nos élèves, plutôt que de leur dire « la laïcité, c'est génial, c'est la liberté, la preuve, on t'interdit de porter un signe religieux », parce que c'est ça qu'ils entendent dans nos discours, les élèves. Et ça ne peut pas marcher. On ne peut pas les convaincre d'adorer la laïcité si on leur dit « c'est génial, c'est la garantie que tu peux vivre ta religion, que tu peux croire, la preuve, on t'interdit de porter des signes religieux ». Comment voulez-vous qu'un élève puisse intégrer et comprendre et aimer la laïcité quand on lui tient ce genre de discours? Donc je crois que ce qu'il faut lui dire, c'est qu'à l'école, on n'est effectivement pas contre ta religion, mais l'école n'est pas le lieu de la religion. Ferdinand Buisson, toujours lui, vous avez compris que c'est ma Bible. Ferdinand Buisson, toujours lui. Il y a pire référence. Hein. Oui, il y a pire référence. Ferdinand Buisson définissait la Bible aussi comme cette séparation des activités, des fonctions, des lieux. Il disait l'instituteur à l'école, le prêtre à l'église. Et c'est comme ça, je crois, qu'on pourrait, je ne dis pas qu'on y arrivera, parce que les enjeux sont énormes, mais qu'on pourrait peut-être mieux faire comprendre la laïcité plutôt que d'être nous-mêmes dans une contradiction qui consiste à dire on te libère en t'interdisant de porter un signe religieux. Mais leur rappeler aux élèves, pardon, je veux juste insister sur ce point, leur rappeler aux élèves que on veut leur apprendre à penser sans la religion, avoir un mode de pensée qui n'est pas contre leur mode religieux, mais à penser par l'argumentation, à penser par la raison, etc. Alors, Benoît, c'est passionnant. Et justement, vous revenez là à un élément, après cette longue parenthèse de fond philosophique, mais qui, je crois, est passionnante, parce qu'il faut être au cœur de la philosophie de l'universalisme républicain. Vous revenez aux problématiques de la pratique de la laïcité que Jean-Michel a développée dans son exposé introductif. Justement, ça tombe bien. Quand vous leur dites ça aux élèves, quand vous leur faites cette pédagogie de la laïcité, vous avez l'impression qu'elle est davantage reçue, qu'elle est mieux reçue, qu'elle permet de convaincre, ou en tout cas de faire tomber certaines réticences, certaines préventions? C'est très difficile à dire, parce que nous, quand on est enseignant et qu'on échange sur ces sujets-là, qu'on débat de ces sujets-là avec les élèves, vous savez, l'élève, quand il n'est pas spontanément proche de nos idées, il n'accepte pas spontanément de le reconnaître. Donc c'est difficile. Mais je pense qu'il faut qu'on le dise sans cesse en classe pour que ça fasse son chemin progressivement. C'est ça qui est important. Moi ce qui compte, c'est que les élèves entendent quelque chose d'un peu différent, et puis qu'après, ils l'associent avec d'autres discours qu'ils entendront, qui iront dans le même sens, qui seront contradictoires. Il m'est arrivé, parce que maintenant je suis un vieil enseignant, de voir d'anciens élèves. Vieil enseignant, il ne faut pas non plus pousser, non, là quand même. Une vingtaine d'années quand même d'enseignement, mais il m'est arrivé de revoir d'anciens élèves qui m'ont dit, bah voilà, en nous parlant de ça, monsieur, vous m'avez marqué. Il n'y a pas que moi, hein, tous les profs marquent à un moment ou à un autre les élèves. Alors sur ce sujet-là en particulier, soyons modestes. J'ai jamais eu ce genre de remarques, mais en tout cas, ce sont des discours qu'il faut tenir sans cesse, qu'il faut rappeler. La pédagogie nécessite qu'on fasse la laïcité, nécessite qu'on fasse une vraie pédagogie. Mais encore une fois, je crois qu'on ne fait pas toujours la bonne pédagogie. Et je pense que parfois, on se prend les pieds dans le tapis. La preuve, si vous me permettez, je vous en prie. Je termine sur un point. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, il y a des syndicats. À l'extérieur de l'éducation nationale, il y a des partis de gauche, et puis il y a même des professeurs. Je pense à un témoignage d'un professeur dans un livre publié par deux chercheurs en sciences de l'éducation, Françoise Lantôme et Sébastien Urbanski, qui précisément mettent en opposition l'article 1 de la loi de 1905 et la loi de 2004. C'est-à-dire qu'ils disent on nous raconte des bobards. Alors, il faut bien qu'on se souvienne aussi qu'une partie de nos élèves sont très défiants vis-à-vis de la République française aujourd'hui. Hein. Alors, si en plus, nous, on ajoute que la laïcité, c'est la garantie de leur liberté religieuse en interdisant un signe qu'ils ont envie de porter, je ne suis pas sûr qu'on va les réconcilier vraiment avec la République et qu'on va leur donner le sentiment que la République ne leur raconte pas des bobards. Et l'article 1 est souvent utilisé par ceux dont je viens de parler pour prétendre que la loi de 2004 serait une loi anti-laïque. Mais là encore, il faut séparer, toujours, séparer ce qui se joue dans l'espace public, qui relève, je crois,
mais je m'adresse à la juriste, davantage de la loi de 1905 que ce qui relève du champ de l'école, qui relève d'autres lois. Et c'est là que le livre de Rita Hermont-Bello est important. Dans sa conclusion, elle rappelle bien qu'on a toujours tort de ramener la laïcité à la seule loi de 1905. Je crois que quelqu'un l'a dit ce matin, la loi de 1905, elle parachève un processus. Elle n'est pas toute la loi de 1905, et en plus, elle ne concerne pas tous les espaces. L'espace scolaire est concerné par d'autres lois, par d'autres législations. On vous applaudit chaleureusement, cher Benoît Drouot. Donc je rappelle vos articles très nombreux dans l'excellente revue Le Droit de Vivre. Et nous saluons une fois de plus son rédacteur en chef qui est dans la salle, évidemment, et qui est formidable, Emmanuel de Bono. Et je rappelle aussi, bien sûr, que vous êtes spécialiste de la lutte contre les racismes et les antisémitismes dans l'enseignement scolaire. Il y a beaucoup à faire. C'est votre dernier livre d'aux excellentes éditions Hermann. Alors Nathalie Wolf, en un mot commençant, parce qu'après on va redonner la parole à Jean-Michel Blanquer qui fera en quelque sorte une manière de conclusion de ce débat passionnant. Elle est bonne la méthode de Benoît Drouot ? Bah oui, et c'est vrai que c'est difficile tout ça, c'est très difficile. Pourquoi ? Bon, il y a plusieurs choses, quelques remarques comme ça très rapidement. La difficulté face à laquelle on se trouve, c'est qu'il ne s'agit plus d'être face, comme c'était le cas avec l'Église catholique, à une institution, mais on se retrouve face à des revendications dans la société qui viennent de groupes, qui viennent d'individus, chacun revendiquant sa liberté. Et, d'ailleurs, et avec quand même, on le dira jamais assez, une structuration politique de l'entrisme que le rapport remis à Bruno Retailleau en avril dernier a validé officiellement. C'est-à-dire que ce n'est pas des amateurs, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, qui sont déterminés et qui veulent infiltrer l'école de la République avec leurs exigences et leur agenda, comme on dit. Ça c'est certain. On a des influences étrangères qui ont été prouvées dans un certain nombre d'enquêtes et de recherches. Donc c'est aussi très difficile, hein, puisque, encore une fois, il faut se protéger, lutter contre ce fondamentalisme en particulier. Donc ça, c'est la première chose. Donc, des groupes dans la société qui revendiquent également une liberté à tout va, et on ne le voit pas seulement en matière religieuse, et c'est pour ça que ça s'inscrit aussi dans quelque chose d'un peu plus vaste. On l'a vu notamment au moment de la Covid, c'est ma liberté de porter ma burqa, c'est ma liberté de ne pas mettre mon masque, même si je suis soignant et que j'ai à m'occuper d'une personne vulnérable. Donc on a quand même aussi cette question du rapport, d'une interrogation véritable qu'on doit mener sur notre rapport à la liberté et travailler avec nos étudiants, nos élèves, les gens que nous rencontrons sur ce qu'est au fond la définition de la liberté. La liberté, elle se déploie aussi dans son rapport à l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, hein, c'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Elle s'exerce dans le respect de l'ordre public, c'est ce que dit aussi la loi de 1905. Et cette liberté, et cette conciliation au fond avec les autres droits et libertés pose la question de savoir au fond, et c'est ça finalement, quel projet nous voulons construire, c'est-à-dire accepter de mettre en retrait un peu, de renoncer un peu à sa liberté individuelle pour construire, parce que c'est ça aussi dont on a besoin, c'est la construction d'un projet collectif, d'un contrat social, d'un contrat commun avec un certain nombre de valeurs. Je crois qu'on avait évoqué le mot de rêve, l'un des jeunes personnes hier soir a évoqué cette question de faire rêver, et donc effectivement de se retrouver autour d'un projet commun. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Nathalie, beaucoup. on est au-delà de la laïcité, qui est vraiment le prétexte habilement choisi par Mario Stasi pour ses journées de réflexion, mais nous connaissons son extrême habileté et ingéniosité. Ah oui, il souffle, il n'est pas content, mais oui. Mais non, je lui rends hommage pourtant. Au-delà, évidemment, c'est la cohésion de la société française, la cohésion de la République. Alors justement, est-ce qu'on peut échapper à l'anomie, à l'individualisme forcené, qui produit aussi la faiblesse de nos institutions face à toutes les pressions que nous venons de décrire? C'est ça, et c'est d'autant plus difficile que les frontières sont floues. Regardez pour les jeunes, pendant longtemps, la laïcité a été défendue par la gauche. Aujourd'hui, on voit qu'une partie de la gauche l'a abandonnée et qu'elle va être défendue par une partie de la droite.
elle est prise en otage par les ennemis de la République, ceux qui détestent l'État, d'un côté de l'échiquier, et puis de l'autre, par ceux qui s'en servent à des fins xénophobes, précisément contraires à son esprit. Donc, effectivement, il y a aussi une difficulté de lecture face à laquelle se trouvent, alors peut-être un peu moins nos générations, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant longtemps, à partir des années 1920, la laïcité ne va plus devenir un objet de conflit devant les juridictions. Le contentieux, c'est un miroir social extrêmement intéressant. Ça raconte quelque chose de l'évolution de notre société. Pendant on va dire des années 1880 à 1920, il va y avoir énormément de conflits devant les juridictions autour des sonneries de cloches d'église et des processions. Et puis à partir des années 1920, le contentieux se tarit et on va dire que pendant presque 60 ans, on va assister à une laïcité d'évidence. C'est plus un sujet. Il y a bien quelques contentieux, par exemple autour du cinéma, de la moralité religieuse, quelques films qui ont suscité La dernière tentation du Christ, par exemple, qui ont suscité des conflits majeurs et puis même un attentat d'ailleurs dans un cinéma. Mais voilà, il n'y a plus tellement de conflits. Les choses réapparaissent et on est bien démunis aussi, il faut bien le dire. Donc ce qui est difficile pour nous, c'est que nos générations, la mienne, celle de mes parents, celle d'une partie d'entre vous dans la salle, n'a pas connu ce problème. Elle était une laïcité consensuelle. Merci beaucoup, chère Nathalie Wolf. On vous applaudit déjà par avance, parce qu'on s'achemine vers les conclusions de ce débat passionnant. Benoît, alors 1 minute, parce que vous savez, les organisateurs sont très sévères ici, ils me font des gros yeux. On est déjà en train de dépasser. J'ai obtenu 10 minutes. J'ai obtenu 10 minutes, donc pas une minute de plus. Une seule minute. C'est juste pour rebondir sur ce que disait Nathalie. Je crois que ce qui est important derrière la laïcité, ce qui se joue notamment à l'école, je reviens à l'école, c'est la question du commun. Et je crois que là aussi, il faut qu'on fasse attention quand on essaie de convaincre nos élèves que la laïcité, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça peut être une pente dangereuse. Parce que vivre ensemble, ça peut vouloir dire côte à côte avec nos différences. Donc je ne suis pas sûr que c'est exactement ce que la laïcité cherche à faire. En revanche, la laïcité à l'école, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la distinction entre les croyances et les connaissances. Et ça, les connaissances, c'est ça qui crée du commun. Parce que les connaissances, les savoirs, ça transcende, ça dépasse les religions. Et j'ai toujours en la matière en tête la référence, une citation d'Edgar Quinet. Edgar Quinet qui en 1850 écrit contre la loi Fallou, une loi qui redonne, pour le faire très très vite, le pouvoir à l'Église dans l'école. Edgar Quinet disait « L'instituteur a un dogme plus universel que le prêtre, car il parle tout ensemble aux catholiques, aux protestants, aux juifs. » Voilà. Et c'est ça que la laïcité cherche à faire à l'école, créer du commun bien plus que du vivre ensemble. Merci pour cette très belle pré-conclusion. Benoît Drouot, on vous applaudit. Alors, Jean-Michel, vous avez été patient. Merci infiniment, cher Jean-Michel Blanquer. On a commencé par la praxis, on va terminer par la praxis avec une question de cours à l'élève Blanquer. Je sais que je suis très insolent. Comment est-ce qu'on recrée aujourd'hui, fin 2025, du commun dans cette société française plus morcelée que jamais? Bien, d'abord, merci pour cette question. Elle est très importante parce qu'il est important de se projeter vers l'avenir. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être offensif. Ça signifie qu'il faut proposer des choses. Tout d'abord, tout part de la lucidité sur la situation. Et ce qu'on a entendu ce matin permet de nourrir cette lucidité. Il faut faire les bons diagnostics, ne pas se tromper dans ce que nous disons. Et une fois qu'on les a faits, aller au bon endroit. Donc avoir le bon diagnostic pour avoir le bon pronostic. C'est pour ça que ce qui a été dit à l'instant tant par Nathalie Wolf que par Benoît Drouot sur, par exemple, une forme d'alliance implicite ou explicite entre l'individualisme contemporain et le communautarisme, c'est une des grandes caractéristiques de notre époque et il faut savoir regarder ça en face. C'est un peu une sorte d'alliance des pré-modernes et des post-modernes contre la modernité. Et on doit, nous, défendre la modernité et la dégager de cet étau qui mène au pire, c'est-à-dire à la fragmentation des sociétés. J'ai coutume de dire que la République sauvera la démocratie, c'est-à-dire ce que vient de dire Benoît Drouot, c'est-à-dire il faut créer du commun. La démocratie, c'est le pluralisme, la diversité, les droits de chacun, et c'est évidemment absolument essentiel, mais ça ne marche bien que s'il y a le commun pour équilibrer. Donc s'il y a la République, la res publica, l'intérêt général, tous ces concepts, le service public, tous ces concepts qui permettent l'équilibre
entre justement démocratie et république, qui non seulement ne s'opposent pas, mais ont besoin l'un de l'autre. Et aujourd'hui, on a besoin de république pour que la république aille bien, pour que la démocratie aille bien. Et alors même qu'il y a beaucoup de menaces sur la démocratie, cela me paraît une clé. Et puis un autre élément qui, je trouve, ressort de nos discussions, c'est qu'il faut un idéal de société. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas être que sur la défensive, on ne peut pas que invoquer le fait qu'en effet, et c'est très juste de le dire, qu'il y a une trentaine d'années, tous ces sujets-là ne se posaient pas vraiment et qu'il y avait une laïcité consensuelle et que c'était bien mieux. Et ce qui est vrai, c'était mieux. Mais dire ça, malheureusement, n'est pas la seule solution. Il est très important de dire en quoi il y aura un avenir meilleur, parce que nous aurons une société vraiment républicaine et donc pleinement laïque. Et ça me paraît essentiel. Or, il me semble que du projet républicain peut naître un idéal de société. Et que c'est en poussant jusqu'au bout l'idée républicaine, celle qui était derrière les auteurs de la loi de 1905, que l'on peut y arriver. C'est pourquoi là aussi, je suis tout à fait d'accord pour dire que la loi de 1905 est essentielle et qu'elle est un jalon dans une histoire. Et qu'elle ne traite pas tout, c'est tout à fait juste de dire cela. Et c'est pourquoi on a eu besoin de faire de nouvelles lois en 2004, en 2021, et qu'il y aura sans doute une œuvre législative qui continuera et une œuvre jurisprudentielle pour nourrir ce qu'il y a derrière la laïcité, c'est-à-dire l'idée de liberté. L'idée de liberté et peut-être aussi de résistance, hein, on le comprend en filigrane dans vos propos, cher Jean-Michel Blanquer, aux logiques de l'individualisme, c'est-à-dire d'un certain néo-capitalisme qui aujourd'hui qui pousse chacun à ne se soucier que de son intérêt personnel au détriment bien sûr de la vision du collectif. C'est ça que vous suggérez, j'imagine. Hein. Oui, je pense que encore une fois, c'est une vision d'équilibre. C'est une vision d'ailleurs qui, justement, écarte les extrêmes. Ça a été dit, une partie de la gauche a abandonné la laïcité. Et ce qui serait terrible, ce serait de laisser à l'extrême droite une capacité à défendre des choses qui sont très importantes. Le monopole de sa défense, absolument. Une supercherie. Moi, je me suis trouvé, si vous voulez, en me considérant moi-même comme un successeur humble mais réel de Jules Ferry ou de Jean Zay, je me trouvais dans certains débats à l'Assemblée, par exemple, déporté vers la droite, en quelque sorte, ce qui est totalement absurde, parce que la laïcité, d'abord, n'est pas de gauche ou de droite, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle n'est pas d'extrême droite. Et donc, pour mettre les choses sur le terrain politique cette fois-ci, il est évident qu'on ne doit pas abandonner la question de la laïcité. C'est toute la gauche doit la retrouver, ainsi que toute la droite de gouvernement, et c'est loin d'être pleinement le cas aujourd'hui. Donc il y a une crise psychologique, une crise politique au regard de la laïcité. Et encore une fois, c'est en étant clair et net sur ces questions que l'on pourra permettre d'avoir une vision qui porte l'ouverture, la tolérance, la liberté, mais avec la fermeté de la défense de ces principes, justement. Et donc, et pour ça, il ne faut pas être naïf. Et parfois, je suis surpris soit par la naïveté, soit par la fausse naïveté de certains acteurs publics, parfois de très haut niveau, qui soit ne voient pas, soit font semblant de ne pas voir les stratégies de ceux qui veulent en finir avec ce modèle de société, qui est un trésor dont nous avons hérité. Et ce trésor, nous avons le devoir de le transmettre au moins aussi beau que tel que nous l'avons hérité. Voilà, c'est pas complètement le cas aujourd'hui, et on a donc besoin de donner de la force et de la puissance. Ça passe par les êtres humains, c'est pas qu'une question de loi et de gouvernement, c'est une question de vie quotidienne, et ça veut dire que la laïcité doit être agie par chacun. Voilà un beau programme, cher Jean-Michel Blanquer, on vous applaudit chaleureusement. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette discussion, La Citadelle au cœur du gouvernement, aux éditions Albin Michel. C'est votre dernier livre. Benoît Drouot, on vous applaudit à nouveau. On vous remercie bien sûr beaucoup pour ces analyses. Lutter contre les racismes et les antisémitismes, aux éditions Hermann. Et enfin, last but not least, chère Nathalie Wolf, on vous applaudit aussi. On vous remercie. La laïcité est-elle contre les religions? C'est un tract absolument passionnant aussi. Merci à tous. Merci et au revoir. Merci Alexis Lacroix pour cette animation, merci à vous aussi. Donc je vous rappelle que nous nous retrouvons à 14h15 très précisément, on a pris du retard, pour un discours de Mario Stasi et puis après pour la 3e table ronde. Bon appétit.